Alors du coup, Doctapré, dis-nous qui tu es, qui tu représentes et pourquoi aussi tu représentes cet organe. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cet organe? Moi, j'aimerais bien savoir aussi. Oui, merci beaucoup, Ophélie. Merci, bienvenue à tous ceux qui sont dans la salle. Je suis Dr. Pré, mais du vrai nom, le nom de scène, c'est Dr. Pré, mais le vrai nom, c'est Prévost. Je suis pédiatre, gastro-entérologue. Donc, la gastropédiatrie fait partie d'une des branches de la pédiatrie. Et c'est une branche peu connue parce qu'à l'échelle mondiale, c'est quand même un noyau assez limité. À titre d'exemple, par exemple, dans mon pays natal, au Cameroun, il n'y a pas de gastropédiatre. Dans d'autres pays en Afrique. On en a un qu'on a formé au Sénégal qui est actuellement rentré. Il a fait 2 ans ici au Canada pour se former. Et donc c'est une spécialité très fascinante. Ça réunit à la fois la pédiatrie et la gastroentérologie. C'est vraiment en lien avec cet organe magnifique, le meilleur organe qui soit. Et pourquoi, Doctapré, quand tu as fait tes études de médecine, tu as choisi cet organe-là? Ah, ça c'est une excellente question. Pour la petite histoire, je voulais être néonatologue. Donc j'ai travaillé dans un hôpital à Besançon, donc c'est à l'est de la France. Et j'aimais beaucoup les bébés prématurés, donc l'unité de néonatologie. Et puis un jour, en discutant avec les collègues, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de gastropédiatre dans cet hôpital. Et je me suis dit, la médecine, c'est pas juste aussi ce qu'on aime, mais c'est aussi comment on peut arriver à servir les patients, à servir la communauté, à servir la population. Et je me souviens très bien de patients qui prenaient le train ou l'avion pour aller à Paris faire un examen qui dure 30 minutes, par exemple une endoscopie digestive, ligature des varices, et reprendre l'avion ou le train, reprendre la voiture ou le train, revenir en soirée. Et je me souviens très bien de ces défis-là autour de l'accès à des spécialistes. Et c'est là où je me suis dit, je vais me former. Et donc, j'ai pris donc, le parti de faire 2 ans de formation pour revenir servir la communauté. Ah, c'est un beau message ça, et ça fait plaisir d'entendre des médecins passionnés comme toi. En tout cas, merci. Donc, pour les personnes qui nous ont rejoints, c'est la Battle des organes. Vous êtes sur le Café Santé. Nous avons le Doctapré à côté de moi qui est la team intestin. Et ensuite, nous avons Cathy à côté de moi aussi qui est à ma droite, qui est la team cardiologie. Alors, dis-nous tout, Cathy, présente-toi et pourquoi le cœur? Pourquoi as-tu choisi le cœur comme spécialité? Alors, merci Ophélie pour l'organisation de cette room. Bonsoir à tous. Je suis cardiologue, ça fait plus de 20 ans que j'exerce mon métier maintenant, sans compter les études qui sont longues. J'exerce à Paris. J'ai eu l'occasion de travailler dans, bien sûr, des services d'urgence cardiologique, ce qu'on appelle des unités de soins intensifs cardiologiques, des services un petit peu plus calmes et de soins, des services de prévention. Et là, j'exerce en activité libérale. J'ai toujours voulu garder une étiquette de pédagogique en fait envers les étudiants en médecine, les infirmières et puis le grand public parce que c'est vrai que la cardiologie est une spécialité complète et c'est pour ça que je l'ai choisie. On est bien doté en curatif, on est bien doté en préventif, on a toujours l'examen clinique qui est toujours primordial, l'interrogatoire, bien évidemment. On dispose de beaucoup d'examens complémentaires, beaucoup de traitements et des traitements médicamenteux, non médicamenteux. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Et moi, en fait, je n'ai pas voulu tout de suite être cardiologue, je voulais être pédiatre, figure-toi, donc après, j'avais une fascination pour mon pédiatre. Et finalement, c'est au fur et à mesure des passages dans les services hospitaliers que je suis tombée amoureuse de cette spécialité parce qu'on a vraiment une spécialité centrée sur le patient, un bénéfice individuel direct. Et puis, il se trouve que je vois aussi beaucoup d'enfants et d'adolescents. Donc, du coup, je suis ouais, toutes les tranches d'âge.
voilà, je suis comblée et jamais lassée d'aller travailler. Eh bien, super, Cathy. Merci beaucoup pour cette belle présentation aussi. Doctapré. Mais Cathy, sais-tu que je voulais être cardiologue? C'est vraiment fascinant parce que j'ai fait 6 mois à Lons-le-Saunier dans l'unité de soins intensifs cardiologiques et j'ai créé beaucoup de connexions. Je me rappelle même d'un patient particulier avec qui on avait sympathisé. Je me rappelle du coup de poing sternal et c'est fou, hein, c'est fascinant. Donc, les chemins croisés. Alors qu'on ne recommande plus tellement parce qu'il y a eu, on a remarqué que ça pouvait donner plus de risques que de bénéfices, et notamment des blessures, des fractures de côte, si c'était mal fait. Donc le coup de poing sternal, c'est has-been. Déjà, Uniquement un dans les point pour moi. films. Uniquement Un dans les zéro films. déjà, un zéro avant de commencer. Et bien moi, ce que je vous propose pour cette battle, pour les personnes qui nous écoutent, c'est de pouvoir lever la main. Donc on va poser des questions à nos deux docteurs préférés et ce sera à vous de déterminer qui a gagné. Qu'est-ce que vous en pensez, Cathy Doctapré? Oui, Eh ben, avec plaisir. avec Alors plaisir. du coup, Peut-être à la fin, Il faut leur peut-être rappeler rappeler. quand même que c'est un combat amical, hein. bien sûr, bien sûr. Mais on met un petit peu l'ambiance, on met un peu l'ambiance. Heureusement qu'Ophélie est entre les deux, sinon je me vois déjà en train de... Moi, je suis le cerveau, je peux vous dire chute à tous les deux. Voilà. Tu En peux. tout, en tout cas, voilà, c'est aussi pour que les personnes qui sont présentes dans la room puissent participer. Donc, dites-nous lequel des organes vous aura convaincu à chacune des questions. Donc, on va peut-être commencer par la première. Qui est le plus lourd? C'est une question qui en fait semble simple, mais c'est vrai que voilà, on a un organe, on a plusieurs organes dans le corps, chacun fait un poids particulier. Alors il y en a un qui est extrêmement lourd et qui est d'ailleurs le plus lourd du corps, c'est la peau, parce que oui, la peau est un organe, mais entre le cœur et l'intestin, lequel des deux est le plus lourd? J'attends vos argumentaires. Cathy, je te laisse commencer, honneur aux dames, donc après. Bon, c'est gentil. En fait, moi, je voulais quand même faire une petite introduction parce que là, on se livre un combat, comme on vient de dire, amical, entre deux organes qui ont quand même beaucoup de connexions. Donc, c'est quand même important, avant de livrer ce combat, de rappeler quand même qu'à la base de la vie, bah, il y a une cellule qui est le résultat d'un spermatozoïde, d'une union d'un spermatozoïde et d'un ovule. Et ben, cette cellule, elle va se multiplier pour arriver à des milliards de cellules qui, au départ, sont indifférenciées, en fait, comme on dit. Et très vite, elles vont choisir leur camp, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une identité, un habitat, une fonction, et elles vont accomplir toutes les fonctions de l'organisme pour le maintenir en vie. Donc des fonctions de métabolisme, de mouvement, de croissance, de transmission des gènes, de reproduction. Et justement, elles vont se différencier pour former nos tissus et nos organes. Le cœur, les poumons, les reins, le cerveau, le foie, les muscles, accessoirement le tube digestif, hein. Et toutes ces unités de vie, eh bien, en fait, elles ont besoin d'oxygène extérieur, apporté par l'extérieur, de nutriments, et ces nutriments véhiculés par le sang, donc pour vivre. Et en fait, voilà, je rentre dans le vif du sujet. Quel est l'organe qui permet de faire acheminer ce sang nourricier pour vivre, et, pour faire vivre tous les autres, et qui en plus a également l'extrême gentillesse de récupérer le sang chargé de déchets et de renvoyer ce sang, notamment pauvre en oxygène, vers les poumons. Et bien en fait, c'est le cœur. Euh, et c'est vrai qu'avec lui commence la vie et sans lui s'arrête la vie. Et donc c'est vrai qu'on va avoir toutes les fonctions que ces différents organes ont, mais je crois, mon cher Doctapré, qu'avec toute l'estime et la confiance que j'ai pour toi, je crains que tu ne sois très vite à court d'arguments dans cette battle entre le cœur et la circulation sanguine d'un côté, et de l'autre, le tube digestif et son contenu, le caca. Ha ha ha. Donc, Ça commence penses-tu? fort, après ça, donc ça commence fort.
Penses-tu que de mettre le sang comme liquide qui coule à travers les artères et les veines dans la fonction du cœur m'évitera moi aussi de mettre tout l'intestin et son contenu dans un même ensemble? Je dirais que si on part sur ces chemins-là, je pourrais te présenter beaucoup de choses parce que dans le tube digestif, il y a ce qu'on mange, il y a ce qu'on produit, il y a ce liquide qui coule de l'estomac jusqu'à l'intestin, qui est absorbé, qui permet de fluidifier le corps parce que effectivement, on va parler beaucoup d'absorption aujourd'hui, ma chère Cathy. On va parler beaucoup de digestion, mais on va parler aussi beaucoup de toutes ces bactéries qui sont présentes dans l'intestin et qui font partie intégrante de cet organe magnifique, majestueux, de sa longueur, de sa grandeur. On y reviendra, mais on pourra parler aussi de son poids parce que pris ensemble, ça représente un poids conséquent. Je dirais que l'intestin seul pourrait paraître comme un tube, mais l'intestin, son contenu liquidien, son contenu bactérien, pèse lourd sur la balance. Je ne me prononcerai pas sur un chiffre, mais je pense que le public a compris le sens du message. C'est génial, Doctapré. Merci beaucoup. Alors, Cathy, qu'est-ce que tu oserais répondre à Doctapré avec cet argument-là? Alors, je n'ai aucunement intégré le sang dans le fait d'être un produit issu du cœur, mais le cœur assure la circulation sanguine. C'est un véritable chef d'orchestre parce qu'il donne le tempo, ce qu'on appelle au cycle cardiaque. Et ce cycle va se répéter des milliards de fois dans une vie. C'est également, donc, comme on vient de le dire, un agent de circulation qui veille au bon sens de cette circulation du sang. Et surtout, c'est un organe sensible qui est à l'écoute en permanence des besoins du corps et qui saura y répondre avec une magnifique capacité d'adaptation, et notamment au moment de la digestion. Cette fonction, effectivement, euh, indispensable, mais pour avoir cette fonction, il faut l'organe vital qui supplante tout ça, et c'est bien sûr le cœur. Ouh, Cathy a donné de très très bons arguments pour le coup d'Octapré. C'est vrai que pour la côté digestion, elle est quand même très forte pour t'aider sur ce côté-là avec ton intestin. Ah oui, 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 tout à fait. Je pense que elle met les pieds dans le plat si on veut parler repas, parce que elle a parlé de circulation, mais je voudrais ici dire qu'elle n'a pas le monopole de la circulation. Nous aussi, on a la contraction. Et contrairement au cœur qui contracte dans tous les sens, en avant, en arrière, nous, on a un sens de contraction qui va vers l'avant, de la bouche, à travers l'œsophage, l'estomac, le mouvement péristaltique par son nom qui décrit la propulsion du bol alimentaire qui progresse dans l'estomac, qui est malaxé par les contractions gastriques, qui arrive dans l'intestin, qui est digéré par la pression et la contraction de l'intestin et qui finit son chemin dans le côlon. Nous aussi, on sait faire la propulsion, on a aussi ce chemin, sauf qu'il est unidirectionnel. On n'aspire pas le sang à gauche, à droite, d'un sens et l'autre, sans savoir où on va. Nous, on a la direction en vue de la bouche à l'anus. Une plus grande organisation de la part du Doctapré pour le coup avec son intestin. Oh, mais détrompez-vous, le cœur a justement cette fonction de régulation de la circulation sanguine avec euh, une, une circulation extrêmement bien orchestrée, une double circulation même entre lui et les poumons et entre le cœur et les autres organes. Et effectivement, tout cela doit aussi aller dans un seul sens. Je parlais de cycle cardiaque tout à l'heure, on pourra décortiquer si vous souhaitez ce cycle cardiaque, mais bien sûr que c'est unidirectionnel, mais pour assurer donc la circulation et l'éjection du sang vers tous les organes euh, qui ont besoin d'oxygène et de nutriments apportés par ce sang. Et comme je disais tout à l'heure, le cœur va recueillir dans un circuit
parallèle, et tout ça est parfaitement orchestré, va recueillir dans un circuit parallèle tout ce sang pauvre en oxygène, chargé de déchets, et ainsi va le cycle. Donc, c'est pour cela, je pense qu'on est à peu près au même niveau d'importance. Maintenant, je voudrais quand même rappeler, quand on se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'il y a en fait en position supérieure, hein, plus proche de notre tête et de notre cerveau? Bah, le cœur. Et le cœur, donc, dans la cage thoracique, est protégé par la cage thoracique. Et le tube digestif est en dessous. Et surtout, pour ne pas que les deux se mêlent, il y a le diaphragme pour faire barrage. Donc, vous voyez, on peut facilement choisir son camp. Donc avec ce que tu viens de nous dire, Cathy, on pourrait considérer que le cœur est protégé des agressions. Il est, on va dire, dans son petit cocon et pour qu'il puisse travailler de façon totalement efficace. Et toi, donc, t'as pris, il est situé où l'intestin? Et puis est-ce qu'il a des moyens de se protéger peut-être d'agressions extérieures? Comment ça se passe? Oui, oui, merci Cathy. L'intestin, lui, est situé dans l'abdomen. Il est, contrairement au cœur, pas fragile. Il n'a pas besoin d'une cage pour exister. Il a en face de lui une paroi abdominale qui parfois est fine lorsqu'on est très musclé, qui parfois est assez relâchée lorsqu'on a du gras autour. Et cette cage, cette enveloppe, dirais-je, est une enveloppe qui n'empêche pas à l'intestin de prendre des coups. On en prend parfois. Certains coups nous blessent, certains coups nous rendent forts. Il y a des coups qui font mal à l'intestin, mais l'intestin reste quand même assez solide. Donc, dans sa position, il a beau être en dessous de la cage, il est quand même, malgré tout, il est près de la partie qui nous porte, qui nous transporte. Ce sont nos jambes, ce sont nos pieds qui nous aident à avancer. Donc, l'intestin est situé bas, mais il est près du sol. Et quand on a les pieds sur terre, on est stable. Waouh, donc t'as pris. Oula, ça va être dur de réagir à ça, Cathy, je pense, hein. Et du coup, si on parle un petit peu plus de vos caractéristiques, on va dire, de votre poids, est-ce qu'il y a une différence? Qui gagne la bataille, la battle concernant le poids de l'organe? Je dirais que sans tenir compte des intestins, du microbiote, on pourrait situer le poids autour de 2 à 5 kilos, donc à peu près. Ou 2 à 5 kilos. Cathy, le cœur. Eh bien, pour moi, ce n'est pas une bataille à ce niveau-là, parce que le cœur n'a pas besoin d'être lourd pour assurer son job. Au contraire, c'est pas bon d'avoir un cœur lourd. C'est souvent le signe d'un cœur qui travaille trop et mal. C'est un muscle creux. On rappelle que c'est un organe impair, il n'y en a qu'un. Il est, on dit, médian. Il est au milieu, en fait, de la cage thoracique. Et c'est un muscle, donc, mais c'est pas souhaitable de le rendre plus gros et plus lourd. Le cœur, c'est 350 grammes, 400 grammes maximum. Et en fait, il a deux types de cellules en son sein. Il y a les cellules musculaires cardiaques, ce qu'on appelle les cardiomyocytes, et qui sont capables de se contracter comme toutes les cellules musculaires, mais pas de façon volontaire comme nos muscles. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que justement, qu'est-ce qui va faire la contraction? C'est à l'aide des autres cellules qui vont envoyer des impulsions électriques pour permettre ces contractions coordonnées et automatiques. Et c'est ça qui régit l'activité cardiaque. Donc, mon cher Doctapré, dans la Bible, j'ai retrouvé une jolie phrase. Un ami fidèle n'a pas de prix et pas de poids pour peser sa valeur. Et notre cœur n'est-il pas notre plus fidèle ami? Oh là 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 là. Donc t'as pris.
Et oui, Cathy a parlé de poids, effectivement. J'ai le poids, mais j'ai aussi la diversité. Et en ce bas monde où on réclame jour après jour cette diversité, quel organe que l'intestin d'avoir cette diversité, de la bouche avec les cellules buccales, de l'œsophage avec les cellules malpighiennes, les cellules œsophagiennes, de l'estomac avec les cellules glandulaires, du duodénum avec les villosités. Ah, ces belles villosités qui permettent de digérer les aliments, qui parfois sont heurtés par le gluten, le blé, et donnent cette maladie cœliaque de son nom. La diversité aussi des colonocytes, ces cellules du côlon. Et je ne m'arrête pas là. La diversité, c'est aussi finalement toutes ces cellules immunitaires qui sont présentes. Immunité, retiens bien Cathy, j'y reviendrai parce que sans cette immunité, nous ne serions point. Oh là là, l'immunité, oui, en effet, gros sujet. Et tout à l'heure, on pourra l'aborder plus en détail. Mais moi, il y a une question qui me taraude dans la tête quand je vous entends parler d'impulsion électrique ou de cellules villosité, pardon. Quelle est les plus rapides? Est-ce que, Cathy, les impulsions électriques sont peut-être plus rapides que les mouvements, on va dire, qu'il y a du bol alimentaire dans les intestins? Juste une petite remarque, Dr. Pré, pour une diversité, pour travailler sur la diversité, aspirer à une diversité, il faut déjà élargir son réseau de distribution, d'écoute. Et, et bien le cœur, je rappelle quand même qu'il est connecté à tout un réseau de câbles, les artères et les veines. Et en cela, je pense on peut... il tient bien la route avec ce réseau. Et ça va de la tête aux pieds, hein, comme on disait tout à l'heure. Pour la rapidité, si on parle dans le sens des réactions du cœur et de ses capacités d'adaptation, oui, c'est effectivement particulièrement rapide et c'est ça qui force l'admiration. Il y a un système propre à l'intérieur du cœur, un système automatique en fait, un système intrinsèque qui va l'aider entre autres à se contracter et ce qui va nous donner le rythme cardiaque, mais il est aidé aussi par un système extérieur d'innervation par des nerfs, des différents nerfs qui vont gérer sa force de contraction, sa rapidité, son ralentissement. Donc oui, nous, au sens cœur rapide, euh, eh bien, c'est c'est la fonction même de ce cœur, d'être, on parle de fréquence cardiaque, de pulsation cardiaque, de pouls, des battements cardiaques, et on a un rythme de base qu'on appelle la fréquence cardiaque de repos. On a aussi une fréquence cardiaque maximale théorique qu'on calcule par rapport à l'âge. Donc, on a aussi, donc, dans le fonctionnement anormal du cœur, tout un panel de pathologies du rythme cardiaque, dont certaines de ces pathologies peuvent entraîner des pulsations donc très très rapides, de l'ordre de 250 à 300 battements par minute. Donc ça, bien sûr, ça n'est pas normal, mais le cœur peut être rapide à ce point, oui. Ah oui, c'est énorme en termes de nombre de battements de cœur par minute, mais bon, cependant, ce n'est qu'en moment d'une pathologie qu'il y a cette rapidité. Et toi, docteur Pré, du coup, à quelle vitesse un petit peu vont les choses qui passent par l'intestin, par tout le tube digestif? Oui, avant de parler de la vitesse de l'intestin, je voudrais revenir sur un mot de sémantique parce que Cathy a parlé de battement et contraction, ces mots qui paraissent si banaux. Nous, on parle de péristaltisme. Appréciez la beauté de ce mot pour décrire le mouvement
qui propulse le contenu alimentaire de l'œsophage jusqu'à l'estomac, puis de l'estomac à l'intestin. Et à chaque endroit, à chaque territoire, il y a un signal différent. Dans l'œsophage, par exemple, le péristaltisme peut atteindre jusqu'à 2 cm par seconde, ce qui fait quand même une vitesse de mobilisation du bol alimentaire. Et puis dans l'intestin, c'est un péristaltisme qui permet aussi de propager l'alimentation, qui parfois, je dois l'avouer, peut être pris en défaut lorsque par mégarde on attrape un virus qui donne cette fameuse gastro-entérite qui nous conduit sur les toilettes pendant des heures durant. Alors on parle d'hyperpéristaltisme ou de diarrhée. Et dans d'autres cas, il peut y avoir une paresse de ce péristaltisme lorsque pour des raisons données X ou Y, on a un ralentissement du transit, communément appelé constipation. Et à ce moment-là, rien ne passe pendant des heures. Mais la plupart du temps, quand tout va bien, il nous suffit de 8 heures pour parcourir de la bouche à l'anus et trouver la sortie. 8 heures, c'est le temps de trajet habituel. Et il se passe beaucoup de choses sur ce trajet d'Octapré aussi. Oui, 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 absolument. Parce qu'à chaque étape, il y a différents éléments. Il y a le liquide qui va être présent. Et puis, il y a les contractions, il y a les obstacles. Nous, on a aussi, comme on le verra avec Cathy, on a des valves qui permettent d'éviter, premièrement, de revenir en arrière. Il y a la valve dans l'estomac qui s'appelle le cardia, qui évite que ce qu'on est dans l'estomac remonte dans l'œsophage. Il y a la valve qui s'appelle le pylore, qui évite que le contenu alimentaire n'aille trop vite dans l'intestin sans être malaxé, broyé, déchiqueté. Et cette valve qu'on appelle le pylore peut être souvent sténosée chez les enfants. On appelle sténose du pylore. Après, il y a la fameuse valvule iléocécale qui, elle, a aussi un rôle majeur qui empêche que le côlon et son contenu du côlon remontent dans l'intestin. C'est la magie de l'intestin et de son tube digestif. Génial, merci Doctapré. Et Cathy, peut-être une petite remarque par rapport à ce qu'il vient de dire? Plus qu'une remarque, une objection. On pourra demander tout à l'heure dans la room si le mot péristaltisme leur était usuel. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux en médecine que d'être transparent dans les mots qu'on utilise. Donc le cœur, oui, ça se contracte, ça bat. Il y a aussi des valves. Il peut y avoir donc des valves qui ont chacune leur petit nom, leur fonction. On utilise aussi le mot sténose dans notre jargon cardiologique. Sténose veut dire rétrécissement. Mais voilà, je pense que le mot péristaltisme n'est pas forcément connu de tous et cette omerta n'est pas forcément une bonne chose. Génial. D'ailleurs, en parlant de transparence, qui est le plus transparent de vous deux dans sa fonction? Doctapré? Oui, l'intestin pourrait paraître un organe discret qui travaille en sous-marin, qui fait ses choses, qui construit, qui broie, qui fragmente les aliments. Une vraie usine dans la discrétion. Et parfois, on exprime, on dit des choses quand ça ne va pas, on gronde, on entend le grondement, que parfois vos voisins vous disent, ça gargouille dans ton ventre. Mais la plupart du temps, on travaille dans la discrétion. Je donne à Cathy le pouvoir de l'exhibition. Excellent. En tout cas, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut le dire, mais je ne passe surtout pas dans l'autre camp, hein, jamais, loin de moi cette idée. Mais il faudrait peut-être rappeler à ce moment-là d'où vient, est-ce que les personnes savent facilement, est-ce que Ophélie, tu sais d'où vient l'expression comment ça va? Tout simplement, tu sais, on l'utilise évidemment tout le temps quand on voit Oh, un très proche, un intéressant. ami. Comment ça va? Du Non, je ne sais pas d'où ça vient. du verbe aller finalement. Eh bien, bon,
là, normalement, le point vient pour moi, hein, parce que même si je passe la frontière, je passe le diaphragme et, et j'arrive dans l'abdomen. Mais en fait, ça vient de l'idée de comment ça va, comment allez-vous à la selle, puisque à l'époque, euh, c'était un signe de bonne santé d'aller facilement à la selle, donc d'aller faire caca. Et ça vient de là. Donc, comment ça va? Comment allez-vous à la selle? C'était une question pour demander si finalement la santé était bonne et d'aller à la selle en est un témoin. Je pense que les personnes qui nous écoutent dans la room ne diront plus cette phrase-là de la même façon maintenant, tout du moins de mon côté. Voilà, comment ça va en effet. Je pense que c'est un très très bon exemple et c'est une très très belle histoire ancienne et c'est important aussi de préciser ça. Peut-être qu'un jour on fera une room sur le début de la médecine et comment tout cela a commencé, comment on faisait à l'époque pour savoir qu'une personne était diabétique. Eh bien, on goûtait son urine pour savoir si elle était sucrée. Donc ça peut être intéressant pour la suite. Mais ne nous écartons pas du sujet. Doctapré, peut-être que tu voudrais répondre à ce que vient de dire Cathy, ou Cathy, souhaiterais-tu peut-être avoir un autre argument à proposer? Bah, à propos de la transparence, mais Doctapré, dis-moi s'il y a peut-être quelque chose à rajouter par rapport à cette fameuse expression comment ça va, hein, d'où ça vient. Non, c'est tout à fait une excellente expression qui permet justement de démontrer l'importance de la bonne santé intestinale dans la bonne santé de l'être. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir ce point magnifique que tu m'as transmis et que dans ma discrétion, effectivement, je n'ai pu partager et je te remercie pour cela. Ben, moi, pour la transparence, euh, on peut le voir de plusieurs façons. Parce qu'en fait, rien n'est plus présent qu'un cœur. Ça bat, son rythme, il bat donc, son rythme s'accélère, il ralentit au gré de l'effort, du repos, de l'anxiété, de la quiétude. Et en fait, il paraît impensable de l'ignorer. Si c'est dans le sens de une transparence dans le sens de comprendre, oui, je peux le dire qu'on comprend à peu près tout sur son fonctionnement normal et on comprend beaucoup de choses sur des mécanismes pathologiques, ce qui est un énorme avantage dans la prise en charge des patients pour les soigner et même les guérir. Donc finalement, c'est pas, c'est pas, c'est mieux de ne pas être transparent, on va dire. Après, il y a l'argument de transparence dans le sens de discrétion. Oui, c'est vrai qu'il sait être discret quand il fonctionne normalement. Donc ça, tu as utilisé les mêmes arguments, Doctapré. Mais en ce qui concerne le cœur, il agit en toute humilité, sans qu'on lui demande quoi que ce soit et sans se faire remarquer, lui. Il n'y a pas d'émission de gaz, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas besoin de se rendre dans une pièce dédiée pour libérer ses déchets, si vous voyez ce que je veux dire. Donc sur l'ensemble des milliards de battements cardiaques dans notre vie, on ne sent pas une très grande majorité d'entre eux, et pourtant il assure le job. Voilà, donc la transparence, voilà, il y a des arguments et des contre-arguments. En tout cas, le cœur, surtout quand il y a un problème, euh, il, euh, il reste transparent pour nous donner des signaux. Et ça, c'est important. Il ne les garde pas pour lui. Donc une douleur dans la poitrine, il y a plusieurs types de douleurs qui peuvent évoquer une pathologie cardiaque. Un essoufflement, des palpitations, une fatigue inhabituelle, un malaise, une syncope. Donc, tout ça, ça permet d'être alerté et de consulter un médecin pour en parler en toute transparence, pour le coup. Ouh là 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 là. Cathy, très très bel argument. C'est vrai que le cœur n'émet pas de gaz, hein. Tout simplement. On n'a pas besoin d'aller aux toilettes avec le cœur, alors qu'avec l'intestin, oui. Qu'est-ce que tu oserais répondre, Doc, d'après à ce sujet-là? Ah, nul n'ignore que l'on dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore.
Alors, de quel cœur parle-t-on? Est-ce que derrière ces battements qu'il nous exprime, il ne cache de certaines émotions? Est-ce que ce n'est qu'un miroir qu'il nous met en face et que la vraie émotion est cachée? C'est peut-être ça le côté farceur du cœur. Paraître transparent, paraître ouvert, mais en réalité, il y a des choses derrière qui sont cachées. Je me pose des questions. Et oui, c'est très malin de se poser ce genre de questions. C'est vrai que là, on est sur une battle plus anatomique et fonctionnelle. Mais alors, si on commence à parler de ce qui peut être caché derrière chacun de nos organes, c'est sûr que le cœur est le siège des émotions. Il a été, même dans certaines civilisations anciennes, c'était un organe sacré chez les Égyptiens, les Aztèques. Et alors c'est vrai que de nos jours, on n'a plus cette connotation sacrée, mais ça reste quand même une pompe merveilleuse. Et effectivement, si on part du côté des émotions, le siège des sentiments, alors là, euh, c'est la face cachée, effectivement. Mais pour l'instant, laissons-la cacher. C'est peut-être une autre battle. Absolument, la battle des émotions entre le cœur et l'intestin, chacun réagit. Tout à fait. Donc on peut dire que le cœur est plus lié en fin de compte à notre façon de penser que l'intestin. Mais j'ai déjà entendu comme quoi l'intestin était le second cerveau. Et on sait que le cerveau, voilà, travaille quand même beaucoup à la régulation de tout ça. Qu'en penses-tu, Doctapré? Oui, tout à fait. C'est pour ça que je lui ai dit laissons cette bataille émotionnelle parce que pour le coup, l'intestin, comme deuxième cerveau, a aussi une façon de réagir à nos émotions et on en dira beaucoup. Ou un battle cerveau-intestin aussi, ça peut être très intéressant. Alors du coup, en termes de forme, moi je veux savoir un petit peu en termes de forme comment ça se passe. Quel est le plus long? Est-ce que du coup, Cathy, tu prends en compte le cœur et tous ses employés, ses vaisseaux? Et du coup, Doctapré, est-ce que toi, en termes de longueur, tu es assez recroquevillé? Tu es plutôt caché? Comment ça se passe de ton côté? Je pourrais dire que effectivement, pour tenir dans la cage, dans l'abdomen, qui n'est pas une cage, dans l'espace abdominal, Le lapsus. l'intestin l'intestin a besoin de se replier pour arriver à tenir dans cet abdomen. Et sa longueur est immense. C'est, je dirais, un organe à lui seul qui peut atteindre 4 mètres pour ce qui est du petit intestin, encore appelé intestin grêle. Et pour le côlon, il a aussi une longueur qui peut aller jusqu'à 1 mètre à peu près. Et pour le côlon, les différentes organisations, configurations sont disposées en un cadre qui fait cette beauté entre le côlon qui enrobe et encercle l'intestin. Donc ça fait un ensemble joli. Donc on est presque à 6 mètres de long pour l'intestin avec le Doctapré. Et toi, Cathy, du coup, que quand on te parle de longueur, est-ce que tu penses cœur? Est-ce que tu penses cœur et ses artères, ses vaisseaux? Alors, effectivement, il y a tout le réseau de distribution dont je parlais tout à l'heure, tout le réseau artériel avec des artères, le plus gros tuyau qui sort du cœur, qui est l'aorte, qui est un gros tuyau qui va euh, suivre un long chemin dans la cage thoracique d'abord, qui va passer le diaphragme, qui va passer en abdominal, et là, qui côtoie évidemment le tube digestif de près, et sur tout son trajet jusqu'au dernier morceau des orteils, tout son trajet, et il y a effectivement une distribution de câbles avec des calibres de plus en plus petits. Et ensuite, pour assurer le retour du sang de tous ces organes vers le cœur,
il y a un système à basse pression. Les artères sont un système à haute pression, pression sanguine, et à un système de basse pression, donc pour le retour veineux du sang, donc qui se fait par les veines et ramené au cœur. Donc, j'avoue que je n'ai pas d'idée sur si on a des données à s'être amusé à aligner tout le réseau artériel et donner des mesures. Bon, moi, je ne vais pas dans cette bataille-là. Le plus long, le plus grand, pour moi, ce qui est petit peut avoir énormément de valeur. C'est pas en ces termes-là, mais en tout cas, pour le cœur, le cœur lui-même, on est globalement entre 14 et 16 cm de long et 12 à 14 cm de diamètre. Donc, vous voyez que c'est pas énorme, et donc il est euh, enfoui entre les poumons et donc protégé par la cage thoracique. On peut même dire qu'il a sa propre enveloppe, mais bon, je sais que Doctapré va me dire aussi qu'il a sa propre enveloppe. Mais enfin bon, voilà, je parle de la mienne, qu'on appelle le péricarde, hein, ça porte bien son nom, hein, c'est une enveloppe autour du cœur, qui est encore un moyen de le protéger. Voilà, donc certes, le cœur, là, pour le coup, n'est pas le plus grand, le plus long par rapport à l'intestin, mais néanmoins, comme je vous ai déjà donné quand même pas mal d'arguments pour essayer de gagner cette battle. Eh bien, moi, j'ai la réponse, Cathy, concernant les vaisseaux. Et si vous mettez les vaisseaux d'un être humain bout à bout, vous pouvez parcourir 100 000 kilomètres, ce qui est quand même énorme en termes de longueur. Donc voilà pour ces chiffres, ces chiffres-là. Alors du coup, peut-être Doctapré, on peut dire que le cœur est peut-être le plus grand, en fin de compte, dans notre corps humain, ou l'intestin est plutôt pas mal avec tout ce qu'il contient aussi. Oui, oui, oui. Une des choses dans la présentation de l'intestin, c'est aussi les replis sur les replis. Parce que ce que je vous ai donné, c'est juste la longueur brute. Mais si on la déroule et qu'on l'étale l'intestin et qu'on déplisse toutes les villosités, vous voyez le Stade de France, ça peut faire toute la superficie d'un grand terrain comme ça. Donc je dirais que je vais laisser de côté la longueur, je vais laisser de côté la largeur. Mais je vais vous parler de quelque chose d'essentiel, la surface. La surface. La surface. C'est celle qui permet à l'intestin de jouer son rôle d'absorption. Et la surface de l'intestin est grande, très grande. Cathy, tu ne peux pas voir un organe aussi grand. Même la peau n'atteint pas. C'est énorme, c'est grand. Je pense que là, le point va au Doctapré, non, Cathy? Le problème si grand, c'est le risque de se disperser éventuellement. Non, le cœur reste une unité avec, comme j'ai dit, son réseau de distribution. Sa surface d'occupation dans le corps n'est pas très grande, mais voilà, c'est l'organe vital par excellence. Mais du coup, avec ce réseau de distribution, Cathy, est-ce que tu pourrais dire que le cœur est propre ou que le cœur est sale Alors concernant ça, ce qui c'est une passe par très lui? bonne, très bonne remarque. Le cœur, c'est un organe qui est stérile et qui doit rester stérile. Et justement, il peut y avoir des problèmes d'infection par des bactéries ou des virus qui peuvent apparaître, qui peuvent être dans le sang, et notamment des bactéries d'origine digestive, d'origine ORL, et qui peuvent vraiment aggraver l'état cardiaque et infecter via le sang, hein, puisque je rappelle quand même que je vous ai quand même pas dit un élément essentiel, c'est que le cœur a un débit sanguin de 4 à 5 litres de sang
par minute, ce qui fait quasiment 7000 litres de sang qui passent chaque jour dans le cœur. Donc c'est sûr que ce sang doit être propre et le cœur doit rester propre. Et si jamais il y a une bactérie dans le sang qui peut venir, comme je vous ai dit, de la sphère ORL, de la sphère digestive, eh bien, il peut y avoir une infection au niveau notamment des valves cardiaques, ce qu'on appelle l'endocardite, qui est une maladie sévère qu'on peut traiter, évidemment, mais avec donc un traitement antibiotique lourd et long. Et parfois, ça donne des lésions cardiaques qui nécessitent des interventions chirurgicales. Donc, le cœur est un organe propre. Et donc après, je pense qu'à mon avis, de ton côté, tu n'es pas si propre que ça, non? Pas du tout. Et nous en sommes fiers. Nous sommes fiers de notre saleté. Nous sommes fiers des bactéries que nous portons en notre, j'allais dire, en notre sein, en notre intestin. Nous sommes fiers de cela parce que ces bactéries qui représentent 10 puissance 14 bactéries par humain dépassent largement le nombre de cellules par humain. Toutes ces bactéries ont un nom, le microbiote, le fameux microbiote intestinal. Et ces bactéries ont une fonction. Elles nous aident à réguler beaucoup de choses sur l'organisme. Elles nous aident à réguler les hormones. Elles nous aident à réguler les anticorps, la production d'anticorps. Elles nous aident à absorber ou à ne pas absorber certains nutriments. Et tout cela, elles sont gratuites. Parfois, il nous arrive, certes, de vouloir le distribuer à d'autres organes par notre grande générosité. Alors, on fait ce qu'on appelle dans notre jargon à nous la translocation bactérienne, où, de façon un peu espiègle, on va envoyer quelques bactéries à travers un petit vaisseau qui s'est égaré pour essayer de titiller le cœur et ses amis. Mais de temps en temps aussi, il arrive qu'on subisse, par le fait d'un virus comme le rotavirus, on subisse les assauts et on saigne à ce moment-là. On saigne pas du sang, mais on saigne de ce liquide. On saigne du liquide, on a la diarrhée. Mais c'est assez rare, ces infections qui nous fragilisent. Il y en a un autre qu'on appelle Clostridium difficile, du nom de cette bactérie qui prolifère parce que notre microbiote a un peu perdu la tête. Mais la plupart du temps, nous sommes fiers de notre saleté, de notre microbiote. Nous portons fièrement ces microbiotes. Oh, l'être instinct est donc pas seul, en fin de compte, il abrite tout un écosystème qu'il nourrit aussi. Cet écosystème nourrit l'intestin et inversement. Donc très intéressant. Tu viens d'évoquer quelques fragilités d'ailleurs. Est-ce que Cathy, le cœur a ses fragilités aussi? On parle d'avoir le cœur brisé. Qu'en penses-tu? Que peux-tu nous dire à ce sujet? Et oui, le cœur est fragile, mais on sait, c'est notre quotidien de sensibiliser le maximum de personnes pour justement le protéger, parce il est d'un côté fragile, mais on peut le protéger. Et par rapport à, principalement sous l'effet d'une bonne hygiène de vie physique et alimentaire. Mais oui, bien sûr, c'est un organe fragile qui peut montrer des signes de vieillissement prématuré, qui peut montrer des fragilités dans ses fonctions, dans ses capacités d'adaptation, dans son rythme, dans la conduction de l'activité électrique cardiaque, dans sa force. Et voilà, ce qui donne finalement un ensemble de pathologies qu'on peut dépister grâce à déjà des signes d'alerte, comme je disais tout à l'heure, des signes cliniques, où l'importance
de bien faire préciser au patient ce qu'il ressent pour orienter vers des diagnostics précis. L'examen clinique avec notre stéthoscope, qui est évidemment a été créé pour ça par l'ANEC. Alors oui, après, on peut le mettre sur l'abdomen et entendre des grouillis, des grouillas, mais c'est avant tout pour le rythme cardiaque. Et puis, bien sûr, tout un tas d'examens qu'il faut bien sûr cibler. Hein, c'est pas faire des examens pour le plaisir de faire des examens, mais tout ça pour arriver à un diagnostic. Et si on voit une quelconque fragilité, eh bien, on va s'attacher à la réparer parce que c'est souvent le cas. On y arrive avec des médicaments, avec une réoptimisation une optimisation de l'hygiène de vie. Et puis parfois, on a besoin d'opérer. Et on a maintenant fait d'énormes progrès en termes de chirurgie cardiaque. On pourra peut-être en parler pour limiter des risques, ce qu'on appelle les risques périopératoires, avec des chirurgies mini-invasives grâce à des robots. Voilà, donc oui, le cœur est fragile, mais on a les moyens de le protéger au maximum pour, certes, vieillir, mais bien vieillir. Donc d'après ce que tu me dis, Cathy, il y a quand même un outil qui permet de détecter ces fragilités au niveau cardiaque. Tu l'as évoqué, le stéthoscope. Donc d'après, toi, concernant les fragilités de l'intestin, il y a aussi un outil comme celui-ci. Oui, Comment on fait pour l'intestin. détecter? Oui, l'intestin aussi a ses fragilités. Ça peut être la fragilité déjà de sa paroi. Et je l'avoue, contrairement au cœur, notre paroi est fine, notre paroi est délicate. Et le gros risque, c'est de percer cette paroi. Donc on parle alors d'une perforation intestinale lorsqu'il y a un trou dans la paroi de l'intestin. Et l'autre fragilité, c'est la fragilité de sa muqueuse qui est sensible. On est un organe très sensible à des agressions. On aura à ce moment-là une muqueuse qui pourra saigner, qui pourra pleurer, qui pourra donner des défects comme des crevasses. Et toutes ces fragilités conduisent à des maladies de l'intestin, les maladies chroniques de l'intestin, la maladie cœliaque, les maladies de Crohn. Et puis on a aussi parfois des ouvriers dans l'intestin qui, par un souci de trop faire, produisent beaucoup de tissus et ça donne des polypes, ça donne des cancers parce qu'ils ont envie de trop travailler. Et ces polypes, ces cancers nous rendent fragiles aussi et conduit parfois à ce qu'on nous ampute une partie de notre existence, nous, l'intestin. On n'a pas certes un stéthoscope comme Cathy et son cœur. On lui emprunte parfois ce stéthoscope, tout comme elle nous emprunte. Elle a parlé d'hygiène de vie, vous l'avez entendu, mais elle a omis de dire l'alimentation est aussi un composant essentiel de cette hygiène de vie. On l'emprunte le stéthoscope pour écouter l'intestin, mais la plupart du temps, pour dépister son fonctionnement, on va se servir de tests de sel. On regarde s'il y a du sang dans les selles, on regarde s'il y a des bactéries dans l'intestin à travers une analyse de son produit, le caca. C'est ça nos tests diagnostiques. Ils sont limités, certes, mais de plus en plus, on va se servir aussi de la génétique pour arriver à identifier certaines bactéries un peu plus mystérieuses. Mais on en reparlera. Et, Merci beaucoup, Docteur Pré. Vas-y, Cathy. et il y a tout l'aspect de l'imagerie pour visualiser directement nos organes. Et je pense qu'en cardio, on est allé un petit peu plus loin dans l'imagerie. On dispose de beaucoup d'examens. Avec maintenant, on est capable de faire
des reconstructions en IRM cardiaque pour finalement avoir une visualisation du cœur en 3 dimensions. On est capable de faire des tests fonctionnels sur les cellules électriques cardiaques pour finalement identifier, mettre en place la cartographie de ces cellules électriques et voir d'où le trouble du rythme cardiaque d'où il débute, d'où il démarre, et finalement cibler le traitement par rapport à cette cartographie. Donc c'est vrai qu'on a fait énormément de progrès en imagerie, on fait même de l'échographie 3D. Voilà. En revanche, pour les produits on va dire, sécrétés par le cœur, en fait, dans le sang, on peut déceler certaines enzymes qui nous aident beaucoup dans des diagnostics, notamment de pathologie cardiaque aiguë. Quand on fait un infarctus, le muscle cardiaque souffre, il y a une zone qui n'est plus irriguée de façon prolongée et ça libère des enzymes cardiaques, ce qu'on appelle la troponine, et cette troponine va être libérée dans le sang. Et donc, pour aider au diagnostic, on fait une prise de sang où on voit une élévation de la troponine. On a aussi un marqueur d'insuffisance cardiaque qui s'appelle le NT-proBNP, qui n'a rien à voir avec la banque, et qui aussi peut être un élément d'aide au diagnostic pour l'insuffisance, pour la pathologie d'insuffisance cardiaque, aiguë ou moins aiguë. Donc, on n'a pas l'équivalent du caca, on va dire, mais en tout cas, on a des signes sanguins qui peuvent aider à certaines pathologies cardiaques, bien sûr, et à aider au diagnostic. Vas-y, docteur, après, je te sens motivée à répondre. Elle parlait d'innovation, 3D, échographie, IRM. Mais quoi de plus beau qu'une innovation? Cette vidéocapsule qu'on ingère, si petite, de la taille d'une pilule, et qui va parcourir tout l'intestin, faire des photos. Imaginez, tout petit, mais avec une puissance d'image qui nous permet de renseigner tout le long l'intérieur de l'intestin, voir l'intérieur. Je pense que le cœur ne pourra pas faire cet exercice, voir son intérieur. Nous avons pu, par la vidéocapsule, arriver à une étape où on arrive à voir les profondeurs de l'organe. Et cette vidéocapsule a supplanté le stéthoscope, l'endoscope. Lapsus. L'endoscope et le colonoscope, donc, qui ont permis, avant que la vidéocapsule ne puisse exister, qui ont permis de découvrir la colonoscopie, tout le côlon, la gastroscopie, l'estomac, le duodénum, et de faire aussi des prélèvements pour analyser les fameuses cellules dont j'ai parlé au début. Et toutes ces explorations permettent de se rapprocher de plus finement vers les diagnostics, mais aussi de faire de la thérapie, de traiter, d'enlever des objets ingérés, d'enlever des polypes, ces fameux précurseurs de cancer, et aussi de recoudre. On arrive à fermer certaines valves qui sont défaillantes. On arrive aussi à faire certains gestes qui permettent à l'organe de mieux fonctionner en faisant des dilatations sur des rétrécissements. On met un ballon, on gonfle. Il y a une activité qui se passe dans cet organe à travers les explorations. Et de temps en temps, il nous arrive aussi, comme tout le monde, bien sûr, le cœur n'a pas le monopole de l'IRM, le cerveau aussi en est le premier. Il nous arrive aussi de faire une IRM pour voir de l'extérieur, puisque les endoscopies, la vidéocapsule permettent de voir l'intérieur. L'IRM nous aide aussi à voir les connexions de l'intestin avec les autres organes de l'abdomen. On voit aussi le péritoine, sa couverture, on voit le pancréas et le foie, ses voisins. Et l'IRM nous permet aussi notamment d'éviter les irradiations qui supplantent
les examens du passé, comme le lavement barité ou le transit du grêle qui a été utilisé il y a quelques années. Alors du coup, on peut voir l'intérieur de l'intestin grâce à une caméra. Est-ce que c'est aussi possible au niveau du cœur de se faufiler tel un petit globule rouge à travers ce bel organe, à travers, grâce à une caméra par exemple, Cathy? Alors, c'est vrai que cette capsule digestive est assez révolutionnaire, hein, effectivement. Bon, des hommes, c'est vrai, je m'incline, mais nous, l'intérieur, on le voit depuis finalement qu'on pratique l'échographie cardiaque en routine. C'est-à-dire finalement maintenant, on va dire 25, peut-être 30 ans, en routine, hein, je parle. Et, euh, et donc, l'échographie cardiaque, il y a une vision bien sûr bidimensionnelle, mais il y a aussi de l'étude Doppler, donc où on étudie les flux sanguins, les gradients de pression à l'intérieur du cœur, ce qui peut permettre de déceler des pathologies et voir l'état des valves cardiaques, si elles sont en mode, enfin si elles assurent une bonne étanchéité, s'il n'y a pas de problème de fuite au niveau de ces valves ou de rétrécissement. Et ça, c'est toujours à l'aide, l'étude Doppler nous aide à visualiser donc le flux sanguin à l'intérieur de la pompe. Au point, ces examens sont aussi performants au point de décider d'une intervention chirurgicale quand on voit donc des anomalies qui relèvent de la chirurgie. Donc l'intérieur du cœur, on le voit déjà depuis longtemps. Maintenant, si vous me parlez de vidéos, d'animation, c'est plus ça sur le mode, ça se fait maintenant, oui, sur le mode un peu pédagogique, un petit peu comme euh, le dessin animé, là où je sais plus, il y avait quelque chose au cinéma où on explorait à l'intérieur, euh, mais on le fait déjà avec l'échographie, avec les, le scanner, l'IRM, on fait tout ça. Après, ce qui est à signaler, c'est que le fameux réseau de distribution et notamment les artères, on est capable d'aller à l'intérieur des artères pour aller déboucher, donc grâce à des cathéters, pour aller déboucher des artères bouchées qui peuvent donc provoquer un infarctus, donc les artères du cœur qu'on appelle les coronaires. Donc oui, on peut aller à l'intérieur des artères quand on met en place des dispositifs de stimulation du cœur type pacemaker, on va toujours par voie vasculaire accéder au cœur pour mettre en place des sondes pour stimuler donc les zones qui doivent être stimulées. Donc oui, on peut accéder au cœur et aux artères pour les traiter. Merci beaucoup Cathy pour cette très très belle explication. Et donc toutes ces parties de diagnostic, on se rend compte que, en fin de compte, que ce soit le cœur ou les intestins, on peut quand même assez bien vous analyser tous les deux pour justement déceler de potentielles peut-être pathologies ou juste pour checker que tout va bien. Donc le cœur, n'hésitez pas justement à checker si tout est OK de ce côté. Donc après, au niveau des intestins, on fait comment pour savoir si tout est OK de ton côté? Oui, oui, pour vérifier que tout fonctionne, l'échographie est un outil assez facile à cause de son accès aisé et aussi par l'absence d'irradiation. Donc l'échographie abdominale permet de voir l'intestin et les organes. Et puis aussi, en dehors de la vidéocapsule dont j'ai parlé et de l'endoscopie, il y a aussi des marqueurs sanguins qu'on peut faire. Ce mois, par exemple, c'est le mois de la maladie cœliaque.
Et on sait que le diagnostic de la maladie cœliaque parfois est tardif. Et c'est une maladie qui se dépiste par une simple prise de sang d'un marqueur qu'on appelle les antitransglutaminases. Donc quand des personnes ont des maux de ventre ou des problèmes de diarrhée, ça fait partie du bilan qu'on prescrit. Donc ces tests sanguins sont une façon indirecte de voir le fonctionnement de l'intestin. Et on a aussi des tests de sel dont j'ai parlé qui sont aussi accessibles. Donc je dirais que oui, c'est un organe qu'on arrive à bien analyser. Ce qui nous manque, et c'est aussi savoir reconnaître ses limites d'organes, c'est l'électrodigestogramme, si on peut dire ainsi. On n'a pas un accès sur les battements ou le péristaltisme de l'intestin. On n'a pas cet accès-là par un appareil qui permettrait de voir les contractions. C'est un peu de façon indirecte qu'on le mesure par la manométrie, mais la manométrie demande à ce qu'il y ait un tube placé à l'intérieur de l'intestin. Et ça apporte beaucoup de choses, la manométrie. On le place soit en haut, soit en bas pour voir les contractions de l'œsophage, de l'intestin grêle ou les contractions du côlon. Ensuite, il y a aussi la pH-métrie qui permet de voir s'il y a de l'acidité. Donc, ça se met aussi par l'intérieur. C'est comme un long capteur qui va voir s'il y a du reflux de l'estomac vers l'œsophage. On appelle ça le reflux gastro-œsophagien. Et cette pH-métrie est une grande avancée et qui a été révolutionnée par l'impédance-métrie qui permet aussi d'analyser à la fois les reflux acides et alcalins. Je pense que Cathy appréciera la créativité de l'exploration digestive qui est toujours riche et source de nouveautés. Eh bien, écoute, là, si je peux me permettre, tu t'es jeté tout seul dans la gueule du loup, Doctapré. Parce que tout ce que tu viens de dire, c'est la problématique des examens invasifs. Tu as dit toi-même des examens où on met le capteur à l'intérieur pour la pH-métrie, la manométrie, etc. Et ce que nous, on distingue en cardiologie, c'est un abord diagnostique idéalement par des examens non invasifs, finalement qui sont indolores, qui sont bien tolérés par le patient, au premier rang desquels, bien sûr, l'électrocardiogramme de repos, qu'on peut sensibiliser euh, par un test fonctionnel, donc qu'on appelle l'électrocardiogramme d'effort, qu'on appelle aussi donc le test d'effort, c'est la même chose. On a des scanners, on a pardon, une échographie d'effort aussi, on a ce qu'on appelle aussi l'IRM de stress, tout ça c'est des tests fonctionnels non invasifs pour accéder à certains diagnostics avant donc et en cas d'anomalie, proposer des tests plus invasifs, notamment pour aller voir les coronaires directement par la coronarographie. Mais là aussi, on est fort là-dessus, puisque c'est un examen, certes, à titre diagnostique, mais également un examen à visée thérapeutique. C'est-à-dire que si on voit un rétrécissement sur une coronaire et qu'on s'est assuré que cette coronaire est fonctionnellement malade, grâce au test non invasif fait précédemment, eh bien on va pouvoir agir, on va pouvoir traiter lors de cet examen. Donc ça, c'est quand même quelque chose de fort. Alors je sais, tu peux me rétorquer la coloscopie où on peut enlever les polypes, mais il y a l'aspect d'abord d'accéder avec des tests non invasifs, d'accéder au diagnostic, d'avoir un faisceau d'arguments par des tests non invasifs pour accéder au diagnostic. Et ça, en cardiologie, on a la chance d'être pourvu de moult examens pour ça. Très intéressant. Donc, pour ceux qui n'avaient pas compris, les tests non invasifs, c'est quand on ne rentre pas dans le cœur, dans l'organe, dans le corps. Et du coup, donc après, de ton côté, quels sont les risques de ces tests invasifs au niveau du système digestif? Oui, et je vais donner les risques, mais je citerai aussi quelques-uns. On en a un ou deux de tests non invasifs.
pour ce qui est des tests où on met un tuyau dans le corps, il y a bien sûr le risque, j'ai parlé de la fragilité de la paroi, le risque de perforation. Ça, c'est un risque qui est connu, décrit, qui est quand même assez rare pour certains examens, notamment tout ce qui est par la bouche, l'œsophage, l'estomac. C'est beaucoup plus fréquent pour le côlon. Lorsqu'on fait une coloscopie, le risque de perforation est possible. C'est pas un risque énorme, mais c'est un risque qu'on discute avec les patients. D'autant plus qu'on fait un geste comme enlever un polype. Ça, c'est un risque important. Le deuxième risque, c'est de saigner en blessant la muqueuse à part la sonde qui va être mise en place. Donc, ce risque-là est aussi un risque connu et qui mérite, si on a des problèmes de coagulation, de faire attention. Mais la plupart du temps, des examens comme la pH-métrie ou la manométrie se font avec des tuyaux souples et donc ça se passe sans aucun danger, c'est bien toléré. Et donc pour parler de cet examen qui est aussi non invasif, pour rejoindre Cathy dans sa dimension non invasive, je voudrais citer quand même la coloscopie virtuelle qui est aussi une avancée qui permet, avec l'amélioration des techniques d'imagerie, de détecter les petits polypes qui vont être ensuite enlevés par l'endoscopie ou la coloscopie traditionnelle. Donc en matière de non-invasif, on a aussi l'IRM abdominal qui a supplanté beaucoup le transit du grêle ou le lavement baryté. Et cette imagerie par résonance magnétique, de son acronyme IRM, se fait de façon routinière actuellement et on peut explorer l'organe, faire des reconstructions aussi en 3 dimensions. Donc je dirais que pour le côté non invasif, on a aussi sous la main des petites ressources. Objection. La coloscopie virtuelle nécessite quand même, finalement un scanner du côlon, mais pour voir les petits polypes dont tu parles, il faut quand même une préparation du côlon, au même titre que la coloscopie. Donc, puisqu'il faut enlever tous ces fameux déchets pour bien visualiser les choses. Donc, ça reste quand même un examen contraignant. Et puis, quand bien même on trouve un petit polype, eh bien, il va falloir quand même faire la coloscopie, puisqu'on ne peut pas intervenir lors du coloscanner, lors de la coloscopie donc, virtuelle. Donc, en examen non invasif, je le mettrais, je le mettrais pas complètement dans la liste. Je te l'accorde. Effectivement, le scanner a aussi un côté irradiant, même si on doit quand même souligner que les dernières années, il y a eu une amélioration de nombre de barrettes qui a permis d'avoir des images rapides et diminuer l'irradiation. Mais je suis entièrement d'accord avec toi qu'il y a quand même la préparation colique qui euh, peut représenter beaucoup. 4 litres à boire lorsqu'on a une coloscopie le lendemain, donc ça fait des journées assez occupées aux toilettes, donc je te l'avoue. Voilà. Merci beaucoup, Alors docteur. qu'une échographie cardiaque, bah, vous venez comme ça, vous venez comme vous êtes. Comme au McDo. Et bah, peut-être la dernière question de cette battle, en termes de partage, en termes de don d'organes, quel est l'organe qui est le plus donné? Est-ce que c'est les greffes d'intestin? Est-ce que ce sont les greffes cardiaques? Ce sont les greffes de cœur qui partagent le plus? À qui on peut partager le plus? La parole est à toi, Cathy. On va commencer par toi. Ah, bah écoutez, là, c'est tout un pan extraordinaire de la cardiologie avec bah, le cœur, ça a été le premier organe qu'on a transplanté. C'était en 1967 en Afrique du Sud avec le professeur Christian Barnard. Et peu de temps après en France, en avril 68, avec le professeur Cabrol, euh, qui a réalisé la première greffe cardiaque, qui a tenu peu de temps, hein, 53 heures, mais voilà, c'était quand même une première en France. Bah, le professeur Cabrol, euh, avec lequel j'ai eu l'honneur en fait, de suivre, j'ai suivi ses cours d'anatomie
puisque j'ai fait mes études à la Pitié-Salpêtrière, et c'était quand même un sacré personnage. Donc voilà, c'est toujours très émouvant d'en parler. Donc la greffe cardiaque, on a fait d'énormes progrès dans la possibilité de vivre longtemps et bien avec un cœur greffé. La durée moyenne de vie avec un cœur greffé, c'est 11 ans. Avec des personnes où il y a moins, où il y a plus. Donc là, je parle de greffe cardiaque. Après, on a aussi, donc évidemment, là, c'est le partage par excellence, puisque c'était ta question, Ophélie. On a aussi, puisque c'est toute la difficulté des dons d'organes, il y a notamment en attendant des greffes d'organes, euh, plus ou moins longtemps, s'est développé tout un pan de cœur artificiel, tout un champ de cœur artificiel, soit un cœur artificiel total, soit un cœur artificiel partiel, qui soutient en fait la pompe, la fonction pompe du cœur. Donc ça, il y a eu aussi des progrès là-dessus, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis il y a des choses qui sont prometteuses, des greffes de cellules souches, ce que je disais tout au départ, les cellules indifférenciées, notamment chez les patients qui ont fait des très gros infarctus, qui ont une grosse zone du cœur qui ne marche plus, avec des insuffisances cardiaques gravissimes et qui ne peuvent pas être greffées. Il y a tout un champ là-dessus de développement de greffe de cellules souches sur le muscle cardiaque. C'est français, hein, c'est en France que ça s'est développé. Et ces cellules, on va les différencier en cellules musculaires cardiaques. Donc, c'est de la thérapie cellulaire, en fait. Et ça, c'est particulièrement prometteur. Donc, voilà ce qu'on peut dire. On peut dire encore plein de choses. Oui, Mais parce qu'il voilà, me rien que semble qu'au d'avoir parlé niveau, du professeur Cabrol, ça m'a ému. Voilà. parce qu'il me semble qu'au niveau des greffes cardiaques, le partage peut même être interespèces, c'est-à-dire qu'on peut greffer peut-être des valves cardiaques d'un autre mammifère que l'humain. Alors, c'est vrai que là, je parlais du cœur dans son entier, hein, le remplacement du cœur dans son entier. Mais effectivement, quand on a une maladie des valves cardiaques, la valve, notamment des problèmes de rétrécissement, la valve peut être remplacée par une prothèse mécanique, mais également par ce qu'on appelle des bioprothèses, hein, des prothèses biologiques, qui sont souvent des valves porcines. Et il n'y a pas de rejet par rapport à ces... Il n'y a pas de problème de devoir prendre des immunosuppresseurs comme lors d'une greffe complète. Mais effectivement, les bioprothèses sont le quotidien en chirurgie cardiaque. On peut les implanter à cœur ouvert et maintenant, de plus en plus, par voie percutanée, donc toujours par le réseau de distribution vasculaire, donc sans avoir à ouvrir la cage thoracique, sans avoir à ouvrir le cœur, mais en passant par les vaisseaux. Et on déploie ces valves pour remplacer la valve défaillante. Donc c'est vrai que on peut utiliser ces valves interespèces, essentiellement des valves porcines. Merci Cathy. Alors, Doc, d'après, est-ce que tu peux faire mieux avec les intestins? J'avoue que le précédent de la greffe cardiaque, de par son ancienneté, de par son caractère propre, on en a parlé tout à l'heure, par rapport à l'intestin qui est un organe sale, avec beaucoup de bactéries, beaucoup de microbes, a donné beaucoup plus de retard dans le processus de greffe intestinale. Toutefois, il y a quand même eu des tentatives dans les années 60 où les premières greffes ont été essayées dans le contexte de résection de l'intestin, parce que
on va s'accorder sur ce point avec Cathy. On ne peut pas vivre sans intestin ni sans euh, cœur. Et les moyens de suppléer à l'absence de l'intestin existent, notamment la nutrition parentérale, mais on sait que l'intestin a d'autres fonctions au-delà de simplement absorber les nutriments. Et les premières tentatives étaient faites chez les patients à qui on enlevait l'intestin pour des problèmes de santé. Et au début, il y avait des difficultés en lien avec des rejets. Donc, c'est un organe très immunologique, c'est-à-dire lorsqu'on va transplanter un intestin d'une autre personne, on apporte tout le capital immunologique. Donc, il y avait des rejets, il y avait aussi des risques d'infection et une survie à cette époque-là qui atteignait très difficilement 3 mois. Donc, c'était moins de 3 mois la survie. Et par la suite, avec l'avènement des immunosuppresseurs comme la cyclosporine, d'autres traitements qui ont permis d'augmenter la tolérance, à ce moment-là, la transplantation a pu être réalisée. Et les premières qui ont vraiment marché, c'était dans les années 90, où la toute première transplantation qui a bien duré longtemps, c'était un bloc foie et grêle chez une dame qui avait perdu son intestin à cause d'une thrombose. Et ça a donné vraiment un résultat intéressant, d'où le rôle de cette immunisation, de cette stimulation par la greffe de foie qui protégerait aussi l'organe. Et actuellement, à l'échelle mondiale, le nombre de transplantés a beaucoup augmenté. Ça reste que la survie est beaucoup plus modeste que pour le cœur. Donc on est à peu près à 50% de survie à 5 ans, ce qui est pas négligeable, mais ça reste assez limité. Alors ce qu'on fait, on s'accroche à ce fil qui permet de nourrir certains enfants et certains adultes. C'est la nutrition parentérale, c'est le plan B en fait. Donc cette nutrition parentérale permet au moins d'apporter des calories et puis les nutriments qui vont garder l'organe fonctionnel. Mais je dirais que les progrès de la transplantation intestinale sont encore à attendre pour viser des cibles comme le cœur. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut donner un bout d'intestin sans que on ne soit démuni, alors que le cœur, on ne peut pas donner son cœur et rester en vie. Et c'est ça, effectivement, la grosse nuance, c'est qu'on peut vivre avant de donner même, on peut vivre avec un morceau de côlon en moins, un morceau d'intestin en moins, euh, mais on ne peut pas vivre avec un morceau de cœur en moins, puisque chaque pièce est unique et irremplaçable dans sa fonction, on va dire, euh, de groupe, le groupe que constitue le cœur. Donc voilà, on peut remplacer le cœur dans son entier, remplacer des valves cardiaques, mais on va dire un bout de cœur comme on enlève un bout de côlon, non, on n'a pas l'équivalent. Absolument, je rejoins ton commentaire. Et peut-être qu'il est important aussi de dire un mot sur, puisqu'on parle de transplantation, aussi la possibilité de transplanter les deux contenus. Il y a le contenu de l'intestin et le contenu du cœur, ces liquides qui circulent. Pour l'intestin, la transplantation fécale, c'est assez récent, mais ça prend de l'ampleur. Et cette transplantation permet de transférer le microbiote intestinal d'une personne à une autre. Et ça permet aussi de soulager beaucoup de maladies, en particulier ce qu'on appelle l'infection, la colite à Clostridium difficile. Et peut-être dans le futur, on verra aussi pour l'obésité ou d'autres conditions. Donc l'intestin est l'organe qui permettra peut-être de sauver le monde futur. Oui, et puis je tiens aussi à faire remarquer qu'on découvre en fin de compte toute une partie du microbiote de l'intestin dont on ignorait toute sa fonctionnalité. Donc en termes de jeunesse et de découverte, le cœur commence à être un petit peu plus âgé, non? Dans sa compréhension, on comprend vraiment ce qu'est le cœur, mais j'ai l'impression que l'intestin nous réserve encore beaucoup de surprises, non?
Absolument. Je pense que Cathy le dira. Je vais lui passer le micro, mais à part justement faire la transfusion, donner le sang, que peut-il encore offrir le cœur? Oh, il y a tout un pan dans les médicaments, hein. Il y a quand même, on a un panel extrêmement large et on a des associations de médicaments qu'on découvre et qui peuvent être qui sont très efficaces. Et puis, on a beaucoup évolué sur l'assistance du cœur, tous les systèmes de stimulation, de resynchronisation des appareils qui permettent de resynchroniser le cœur quand il est désynchronisé, notamment dans les insuffisances cardiaques graves. On a fait énormément de progrès aussi grâce aux défibrillateurs implantables, des personnes qui ont fait notamment des troubles du rythme cardiaque graves et potentiellement mortels, ou même des arrêts cardiaques ressuscités, à qui on va implanter un défibrillateur, donc le fameux électrochoc, au lieu que ça soit délivré de l'extérieur, c'est délivré à l'intérieur. Donc ça veut dire que ce sont des systèmes euh, très, très au point, à l'écoute du cœur, synchronisés au cœur, et en cas de défaillance, ces appareils peuvent intervenir. Donc ça, on a quand même énormément évolué là-dessus. Ce que je vous disais tout à l'heure, la greffe de cellules souches sur le muscle cardiaque pour que ces cellules souches se différencient en cellules musculaires cardiaques et redonner du tonus au cœur, une force au cœur, c'est aussi des choses qui sont assez récentes. Donc, euh, on travaille, il y a encore beaucoup de recherches, et bien sûr de toute la partie prévention, puisque là, c'est du curatif, mais tout le préventif dans la gestion des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, on a la cardiologie a encore un bel avenir. Eh Merci. bien, Tu merci. parlais de prévention et ça me donne le bâton justement pour parler d'alimentation qui rime avec prévention et qui nourrit le cœur pour le rendre en santé et le maintenir en santé. Et on sait à présent que on a le contrôle sur notre alimentation, surtout dans des environnements où on peut se permettre de manger sainement. C'est sûr qu'à cette période dans la planète, c'est pas partout qu'on a ce contrôle sur l'alimentation, mais quand on a le pouvoir de choisir ce qu'on mange, on devrait pouvoir rendre notre plat plus vert. Je m'arrête ici pour l'instant. Eh bien, merci Doctapré. C'est vrai qu'on a une personne qui nous a rejoint on stage, donc peut-être que Kwang, bonjour, bonsoir, ça dépend où tu te situes. Tu as peut-être une question à Monsieur l'Intestin, donc c'est Doctapré, comme tu as dû le comprendre, ou Cathy, notre cardiologue avec le petit cœur. Est-ce que tu aurais une question à poser à ces organes? La dame de cœur. La Salut, dame de cœur. moi je suis Kwang, je suis coach sportif en formation, du coup je suis très intéressé par tout ce qui est santé et tout ça. Et j'ai vu votre room là, j'ai pas compris le titre là, qui est le plus... Qui est le plus entre le cœur et l'intestin. Donc après, on devra peut-être voir pour les titres, mais c'est un battle en fait d'organes comme tu peux le voir. Cela fait maintenant 1 heure et demie en fin de compte. Bravo en tout cas d'avoir tenu ce gros round. Qu'il y a Cathy qui est cardiologue et Doctapré qui est pédiatre gastro-entérologue qui nous explique un petit peu quelles sont les différentes caractéristiques de ces organes sous forme de battle. Ok, Voilà. donc je vais la choisir entre les deux. Exactement. Ou sinon, tu poses une question si tu as envie de savoir peut-être un peu plus sur un organe en particulier. Ah ouais, j'aimerais bien savoir sur le cœur,
sur le sport, quand on va courir, bah, notre rythme cardiaque augmente. Et du coup, j'aimerais bien savoir si c'est bien qu'il augmente. Alors oui, en effet, je retourne un petit peu, je modifie un petit peu ta question, ne m'en veux pas. Mais du coup, pendant le sport, en effet, le cœur bat à plein régime. Il est là pour nous permettre d'avancer. Donc, il a une très grande fonctionnalité. Tu nous en diras un tout petit peu plus, Cathy, à ce moment-là. Et puis, donc, après, pendant le sport, en général, les intestins sont-ils très bien lotis pendant que nous faisons une activité physique? Ça peut être aussi une question. Alors Cathy, je te laisse répondre sur le côté, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on se met à courir au niveau cardiaque? Bah, merci Kwang pour ta question très, très intéressante. Eh bien, c'est vraiment l'illustration même de ce que le cœur peut faire dans ses mécanismes d'adaptation. Donc, effectivement, le cœur s'accélère à l'effort, il pompe plus pour apporter plus, enfin, solliciter plus d'oxygène par les poumons, véhiculer cet oxygène qui va par donc cette régulation cardiaque et vasculaire apporter cet oxygène aux muscles et par tout un tas de réactions enzymatiques provoquer finalement des molécules d'énergie, ce qu'on appelle de l'ATP, ce qui va permettre la contraction musculaire. Donc oui, heureusement que le cœur s'accélère à l'effort. Il s'accélère en fonction de l'intensité de l'effort, de la durée de l'effort, du type d'effort. Un effort cardio, par exemple, le cœur est, est sollicité, mais n'est pas sollicité au maximum de ses capacités, mais ce qui va se passer, c'est une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation du débit cardiaque. Pour les sports qui sont plus en force et en résistance, on a la fréquence cardiaque augmente moins et le débit cardiaque augmente moins. En revanche, les résistances, c'est-à-dire la pression du sang à l'intérieur des artères, augmente plus que sur un exercice cardio. Donc oui, il y a tout ce phénomène d'adaptation. Il y a également, bien sûr, toute la partie de récupération de l'effort. Et pour la bonne santé cardiaque, ce qu'on préconise, oui, c'est une activité sportive régulière. C'est le mot-clé d'abord dans un entraînement. Et puis pour chaque séance, eh bien, en fonction de vos capacités physiques, de vos objectifs, on travaille sur l'intensité et la durée de l'effort. Et puis un entraînement pour justement que les contraintes cardiovasculaires soient harmonieuses, que l'entraînement soit diversifié, ne pas essayer de ne pas faire toujours le même type d'exercice, mais travailler à la fois du cardio, ça porte bien son nom, et un peu de renforcement musculaire. Voilà, j'espère que j'ai répondu, mais il y Super. a tellement de choses à dire. Là, tu m'as piqué au vif sur le thème de la cardiologie du sport. Donc, en tout cas, effectivement, le cœur est bon pour le sport est bon pour la santé cardiaque. À connaître, à raison. Oula, je commence à fatiguer. À, à, à- j'arrive, j'ai pas mon terme, pardon. À condition de bien connaître son état de santé cardiaque. Hein, ça, c'est important. Très bien, merci Cathy. Et donc après, toi de ton côté, quand on court, comment ça se passe dans les intestins? Est-ce que c'est bon de manger et de courir juste après? Alors, c'est effectivement une des choses sur lesquelles on est dépendant du cœur, même si on lui envoie beaucoup de nutriments pour qu'il Ouh. fonctionne bien. On attend en retour qu'il nous fournisse en cet oxygène dont tout le monde a hâte de respirer lorsqu'on se réveille le matin, lorsqu'on existe, on a besoin de cet oxygène et le cœur par le sang va nourrir l'intestin. Et lorsqu'on court, on fait de l'effort, comme Cathy l'a mentionné. Le cœur nourrit tous les organes et le muscle, etc. Et si l'intestin sollicite aussi beaucoup ce cœur, on peut avoir des défis, surtout lorsque
les vaisseaux sont fragiles. Et donc, il arrive parfois, effectivement, qu'on ait des vaisseaux un peu obstrués qui vont donner ce qu'on appelle de la douleur au niveau de l'abdomen. On utilise un terme emprunté au cœur, l'angine mésentérique. C'est vraiment un emprunt. Mais la plupart du temps, le repas, lorsqu'on a des vaisseaux corrects, ça n'influence pas tellement. Ce qu'on peut observer à l'inverse, au-delà des vaisseaux, c'est de par la plénitude gastrique, on peut avoir plus de reflux, plus de remontée si on mange immédiatement et qu'on va faire du sport. Donc on peut avoir l'impression que la nourriture va ressortir. Donc c'est essentiellement ça qui peut être un facteur limitant chez certaines personnes. Et ce qui est intéressant à signaler, c'est que justement, c'est là vraiment l'illustration merveilleuse de l'adaptation du cœur à l'effort, c'est qu'il va comprendre quels sont les organes à ce moment-là qui sont les plus euh, sollicités, ben, ce sont les muscles, et il peut y avoir, il peut faire une sorte de détournement pour optimiser la circulation sanguine pour apporter donc l'oxygène et que ces muscles euh, fassent, développent des molécules d'énergie pour permettre la contraction. Donc, il va y avoir une sorte de détournement de la circulation sanguine au profit des muscles et éventuellement aux dépens du tube digestif. Donc, il peut y avoir dans certaines situations des personnes qui peuvent ressentir des douleurs digestives, des crampes digestives, lors notamment d'efforts sportifs longs, comme le marathon sur les derniers kilomètres. Donc ça, c'est aussi quelque chose que les personnes peuvent signaler à leur médecin parce que et l'explication est là, hein, l'explication principale est là, hein. Le cœur va comprendre que c'est aux muscles qu'il va falloir donner le maximum de sang, d'oxygène pour développer l'énergie dont les muscles ont besoin à ce moment-là, au détriment des fois d'autres organes et notamment la digestion. Super, merci beaucoup Cathy pour toutes ces informations-là. Je pense qu'en termes de battle, nous sommes très bons. Alors ce que je vous propose, c'est peut-être de nous faire un petit mot de fin, d'Octapré et Cathy, et ensuite de proposer aux personnes qui sont du coup dans la room de lever la main et de voter pour leur organe préféré. Qu'en pensez-vous? Oui, avec plaisir. Allez, Kwang, oui? ouais, je suis d'accord. Ok, super. Alors, bah, donc, après, vu que Cathy a commencé cette battle, je te laisse commencer le mot de la fin avant de passer la parole à Cathy. Oui, pour le mot de la fin, je dirais que l'intestin, le tube digestif, c'est un organe qui est utile, essentiel, qui peut subir des défects à la naissance, soit en trop, soit en moins, par des atrésies, des sténoses, des morceaux qui manquent. Ça arrive parfois chez les nouveau-nés. Il grossit avec l'enfant, il est petit à la naissance, mais grandit avec l'allongement de l'enfant. Il atteint sa maturité à l'âge adulte et puis il nous aide à combler toutes ses fonctions essentielles. Lorsqu'on se nourrit, on existe aussi. On peut vivre sans lui, mais on reste accroché à un fil qui nourrit. Et parfois, lorsque on est généreux, on donne à nos voisins ce microbiote et ça aide beaucoup la société. C'est le don qui ne nous enlève rien. La transplantation fécale, est-ce que ça va être le traitement du futur à suivre? Merci, docteur. Après, Cathy, puis ensuite on accueillera Mojamest pour sa question. Eh bien, moi, j'ai défendu ce soir avec tout mon cœur, le cœur, cet organe vital avec lequel commence la vie et sans lequel s'arrête la vie. Euh, c'est- j'ai plutôt parlé finalement
le fait de travailler pour le cœur au quotidien, il est impossible de se lasser de s'occuper du cœur des autres, que ce soit dans l'extrême urgence, avec parfois un pronostic vital engagé, dans un suivi programmé, le fait d'écouter les symptômes que décrivent les patients, d'écouter le cœur au stéthoscope, voir leur cœur avec des examens sensationnels dont on dispose, les fameuses reconstructions d'images 3D dont je vous parlais tout à l'heure. On a la chance de disposer d'un large panel de médicaments, de différents dispositifs implantables pour prévenir, pour protéger, pour soigner, pour soutenir, pour renforcer et pour, le plus souvent, on aspire à ça évidemment, guérir le cœur et les maux du cœur. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Cathy et Dr Pré pour cette belle battle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi beaucoup appris sur ces deux organes-là. On a pu évoquer différents sujets, que ce soit au niveau de la physiologie de l'organe, que sur ses fonctionnalités, sur ses techniques de diagnostic. Donc merci à vous deux pour tout ce partage. Et du coup, alors j'espère que j'ai Et pas merci écorché. à toi, notre cerveau, Ophélie. Oui, un Mais juge il y a peut-être un impartial. signe. Il y a peut-être un signe sur le gagnant parce que ta main haute est quand même dirigée vers moi. Je savais qu'il allait avoir quelque chose avec cette photo. Mais en effet, vous êtes tous les deux gagnants de toute façon. Vous savez bien, vous êtes tous les deux uniques et on est ravis de nous avoir dans notre corps tous les deux. Donc oui, on va passer du coup la parole à Mojamest. J'espère que je prononce bien, que j'écorche pas ton prénom. Non, non. C'est bon? Merci Ok. beaucoup. Bonjour ou bonsoir, du coup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Très bien. Parfait. Moi, j'avais juste une petite question pour Madame Cathy, donc, qui est médecin cardiologue. Moi, en fait, j'ai lu beaucoup d'articles qui disaient que... Et j'espère que la question n'a pas déjà été posée parce que j'arrive un peu en retard. Mais bon, en fait, j'ai lu beaucoup d'articles qui disaient qui faisaient un constat comme quoi, chez la femme, on constate qu'après la ménopause, par exemple, on constatait une incidence ou bien une augmentation des maladies ou bien des syndromes comme l'insuffisance cardiaque, des choses comme ça. Et du coup, ma question c'était, est-ce que c'est dû aux hormones? Est-ce que les hormones, chez la femme, euh, jouent un rôle protecteur dans ce cas ou... Voilà, c'était un peu ça ma question, quoi, je voulais savoir. Merci. Merci beaucoup comme question, c'est extrêmement intéressant. Alors peut-être que déjà la ménopause pour expliquer rapidement ce que c'est Cathy, ensuite, parce qu'en fin de compte c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe dans le corps. Moi j'aime à évoquer les hormones, et donc est-ce que ça a ensuite une incidence sur notre cœur? Alors, Mojamest, comment te remercier pour cette question? Moi qui travaille beaucoup sur les maladies cardiovasculaires de la femme, on avait fait une room d'ailleurs dédiée à ça. Alors déjà, la ménopause, c'est effectivement un arrêt des règles par un changement hormonal. Alors moi, je ne suis pas gynécologue, mais enfin voilà, les grands traits, c'est ça, où effectivement, il n'y a pas plus de production d'œstrogènes et de progestérone. Et en fait, ces hormones, notamment les œstrogènes, constituaient, alors je vais parler au passé et tu vas voir pourquoi, on considérait que ça constituait une protection cardiovasculaire chez la femme, et donc qu'elle était protégée des maladies cardiovasculaires avant la ménopause, et que à partir de la ménopause, le fait qu'il n'y ait plus ces hormones, il y a, comme tu disais très bien, une augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires, y compris l'accident vasculaire cérébral chez la femme. Donc j'en parle au passé parce que moi qui ai fait beaucoup de conférences depuis plus de 10 ans sur les maladies cardiovasculaires de la femme, c'était vraiment
le message que l'on faisait passer, où effectivement les maladies cardiovasculaires de la femme ne sont pas l'apanage de l'homme. Il y a une augmentation à partir de la ménopause et elle rejoint elle rentre donc plus tardivement dans la maladie cardiovasculaire et elle rejoint à partir de la ménopause le risque cardiovasculaire comme chez l'homme. Mais les temps ont changé parce que quand bien même il y a cette protection, enfin il y a les oestrogènes donc avant la ménopause. Le problème, c'est que la femme a adopté le mode de vie de l'homme avec le stress, le surpoids, la sédentarité, et finalement, ce n'est plus tellement la pierre angulaire, la ménopause n'est plus tellement la pierre angulaire, et on a de plus en plus de maladies cardiovasculaires chez la femme avant la ménopause. Et c'est particulièrement inquiétant d'ailleurs sur la tranche 45-64 ans et même 45-55 ans. Donc, pour donc le fait qu'il y ait de plus en plus de maladies cardiovasculaires chez la femme et beaucoup plus que chez l'homme d'ailleurs. Ce qui fait que c'est la première cause de mortalité chez la femme. Et c'est 8 fois plus fréquent que le cancer du sein. Donc oui, il y a cette histoire hormonale chez la femme, mais ne pas garder le message qu'avant la ménopause, la femme est à l'abri de maladies cardiovasculaires. Est-ce que ça répond à ta question? Ah oui, parfaitement. Et je vous remercie beaucoup d'ailleurs. Moi, je ne connais pas le groupe depuis longtemps, mais franchement, il est très original et voilà, chapeau quoi. Merci beaucoup. Ben, Merci. merci à toi. C'est important aussi que voilà, je fais un petit refresh fin de room concernant le café santé. On organise ces rooms-là très régulièrement dans la semaine. Je pense qu'on est à minimum 3 rooms par semaine, dont une fixe le samedi, le lundi et le jeudi soir en général. C'est le Journal Club où vous échangez, les médecins et les professionnels de santé et autres professionnels scientifiques échangent autour d'un article scientifique. Le but aussi, c'est de pouvoir vous vulgariser ces informations-là. C'est pour ça qu'on organise des rooms aussi régulièrement, donc que ce soit pour de la vulgarisation sur un organe, sur une pathologie, mais on aborde aussi la santé connectée, la e-santé et d'autres thématiques sont encore à venir sur ce café santé. Donc pour les personnes qui n'ont pas forcément eu la petite notification en bas pour vous permettre de rejoindre le club, vous avez juste à cliquer sur la petite maison. Et d'ailleurs, vous pourrez voir que demain, nous avons une room à 16h heure française, 10h heure du Québec, non, Oui, Doctapré? exact. Donc 6 heures de moins, donc 10 heures ici au Canada, absolument, au Québec. Tout à fait. Sur du coup, la dysphagie, les blocages alimentaires et le trouble de l'oralité. Et on aura aussi le plaisir d'accueillir Marie, qui est une orthophoniste du club. Justement, le but de ces rooms-là, c'est de vous permettre de pouvoir poser des questions à des professionnels de santé pour avoir un retour qui soit le plus qualitatif possible et pouvoir échanger ensemble autour de ces différents enjeux, autour de la santé du patient et de toutes ces thématiques qui vont être à venir sur le café santé. Est-ce que Doctapré, je pense que nous pouvons finaliser cette room en beauté. Alors, j'ai pas encore fait le petit sondage pour les personnes qui Ah sont dans oui, la room. c'est vrai. Alors, Sondage. donc, on va faire un petit sondage. Si vous êtes près de votre téléphone, bien sûr, sinon on ne vous en voudra pas. Le but, ça va être de lever la main quand je vais vous parler de votre organe préféré. Donc, vous n'allez pas monter en stage. Le but, c'est juste de pouvoir comptabiliser les votes pour votre organe préféré. Donc, on va commencer par Cathy. Est-ce que pour vous, le cœur est votre organe préféré? Est-ce que Cathy vous a convaincu avec tous ces arguments-là? N'hésitez pas à lever la main si vous êtes proche de votre téléphone. Bon, très bien. Et donc, après, pour l'intestin, est-ce que du coup, pour vous, l'intestin est un organe qui vous a convaincu ce soir? Ah, ben, je pense que l'on peut dire que ça va être les intestins qui ont gagné, Doctapré.
Wouhou! Mais Cathy, on fait aussi des haut les cœurs à Cathy et le cœur qui est aussi un très très bel organe et qui, en fin de compte, sans lui, ben, nous ne pourrions pas vivre non plus. Donc en fin de compte, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Mais c'est vrai que pour l'intestin, les possibilités sont encore beaucoup à découvrir. Donc nous verrons par la suite ce que ça va donner. Puis on sera ravis d'ailleurs de vous partager ça sur le Café Santé de Oui, Clubhouse. absolument. À cœur vaillant, rien d'impossible. Exact. Exactement, Cathy. En tout cas, on est connectés, interconnectés et interdépendants. Et le cœur nous permet aussi de lui emprunter ses mots et le cœur permet aussi à l'intestin d'avoir ce bol de sang pour ce bol d'oxygène pour respirer. Eh ben merci à vous tous pour votre présence dans la room. Ça fait bon, 1 heure et demie que cette battle a commencé. Donc merci à tous pour votre fidélité, pour votre engagement autour des enjeux de la santé. Puis on vous dit à très bientôt, du coup, sur Clubhouse et sur le Club Café Santé. Très belle soirée à tous. Bravo. Bonne Merci soirée. beaucoup. Bravo, Dr. Pré, bravo. Bravo Cathy, docteur Cathy. Merci beaucoup. Merci Merci à aussi. tous ceux qui étaient dans la Merci salle, beaucoup. Valentine, Sarah, Karim, Rudi, Eva, Catherine, Marie, Babacar, Mustapha, Abdoulaye et Aïta. Donc la room va être disponible en podcast dans la bio du club. Merci. N'hésitez Merci pas à beaucoup. vous suivre les uns les autres et puis à très bientôt, à demain pour la room autour de la dysphagie. Tout à fait. Passez un excellent week-end à tous et à très bientôt. Bonne Merci. soirée. Merci, Bonne soirée. merci.